Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 mai 2021. Comme désormais depuis plusieurs mois, notre conférence ne se déroule plus à la salle du Sénéchal à Toulouse, mais dans les locaux de notre association. Nous sommes toutefois en direct via la plateforme de visioconférence Zoom. Je salue les adhérents qui sont présents et leur précise qu'ils peuvent poser des questions succinctes via le chat qui apparaît en bas à droite de leur écran. À l'issue de la conférence, nous sélectionnerons certaines de ces questions et les soumettrons à notre intervenant. Ceux qui ne peuvent être en direct avec nous ce soir pourront nous retrouver sur le site internet de notre association www.unpi31.fr. Nous remercions notre intervenant qui a accepté d'être filmé. Le thème de la soirée porte sur la déclaration des revenus fonciers, un rendez-vous annuel que nous ne manquons pas avec Maître Isabelle Bastide, avocat et consultant à l'UNPI 3109. Bonsoir Maître, je vous laisse prendre place. Merci de nous accorder un peu de votre temps pour éclairer nos auditeurs sur la bonne marche à suivre pour réaliser leur déclaration de revenus. Merci Madame Casalbo. Bonsoir à toutes et à tous. Il est vrai que ça fait maintenant 2 ans que je ne vous ai pas vu et je suis ravie de pouvoir présenter à nouveau dans un format particulier cette conférence. Je ne suis pas seule dans la salle, donc je me suis réservé le droit de garder mon masque, mais je vais quand même l'enlever pour vous saluer. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, et j'espère que tout le monde va bien et que vous n'avez pas été affectés par cette pandémie qui nous a posé à toutes et à tous beaucoup de difficultés et qui continue à en poser. J'espère que cette conférence pourra vous éclairer sur les nouveautés et on fera également un point d'actualité sur la déclaration des revenus fonciers et ses conséquences et que vous serez au clair, on va dire, à la fin de cette réunion. Je vais vous présenter rapidement le plan de ces interventions. Donc, revenus fonciers, présentation générale avec quelques nouveautés, les recettes, taxables ou pas, les dépenses, qu'est-ce que vous pouvez déduire ou ne pas déduire. On refera un petit point sur la gestion des déficits fonciers et un focus sur les travaux. Alors, on l'a intitulé « Gare aux mauvaises surprises » parce qu'on s'est rendu compte l'année passée qu'on avait beaucoup de contrôle sur ces travaux dans le cadre des revenus fonciers et je tenais à y revenir. Voilà pour le plan de notre soirée. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, Maître Bastide, vous souhaitiez souligner certaines mesures, notamment relatives aux abandons de loyers. Tout à fait, Madame Casalbo. Le gouvernement, en fait, a instauré 2 mesures spécifiques cette année concernant effectivement cette pandémie de Covid. Alors, notamment, il est, et là, c'est un principe qui est tout à fait à l'encontre de cette mesure, c'est-à-dire que quand un propriétaire décide d'abandonner des loyers de sa propre volonté, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'une libéralité. C'est un acte de disposition et l'abandon de loyer est normalement imposable. Là, pour justement aider, entre guillemets, les preneurs, il est prévu en fait que les abandons de loyer relatifs à ceux qui sont normalement dus entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021, il n'est pas trop tard, si jamais c'était effectivement dans votre état d'esprit, ces abandons de loyer, donc consentis, je vais y revenir, à une entreprise, donc on est dans un cadre bien particulier, ne sont pas imposables, contrairement aux principes généraux qui font qu'ils seraient considérés dans un autre temps comme une libéralité. Alors, à qui peuvent être consentis ces abandons de loyer ? Vous avez sur le slide à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur. Bien entendu, il n'est pas question de faire de cadeaux dans un contexte sanitaire difficile. Et c'est la raison pour laquelle, si l'entreprise locataire, par exemple, est exploitée par un ascendant, un descendant
ou un membre du foyer fiscal du bailleur, il faudra justifier par tout moyen, bien entendu, des difficultés de trésorerie de l'entreprise. Voilà pour cette première mesure. Également, il y a eu l'instauration d'un crédit d'impôt dans le cas de renoncement à percevoir, et là c'est un cas particulier, le loyer du mois de novembre 2020, pour des locaux qui sont donnés en location à une entreprise particulièrement touchée par les dispositions liées à la pandémie. Alors, quelles sont ces entreprises ? Les entreprises concernées donc, sont celles qui ont fait l'objet d'une mesure particulière d'interdiction d'accueil du public et ou, plus exactement, donc interdiction d'accueil du public ou exerçant une activité dans un secteur mentionné dans un décret qui a été modifié le 20 décembre 2020. Et donc, ce sont les professions, j'allais dire, les activités relativement classiques. Je vous en cite quelques-unes. On a bien entendu tout ce qui concerne les débits de boissons, les restaurants, les cafétérias, les activités d'agences de voyage, les galeries d'art, j'en passe et des meilleurs, les guides conférenciers, etc. Les avocats ne sont pas considérés comme une profession touchée par les dispositions du Covid. Ça, c'était pour la petite histoire. Quelles sont donc les entreprises concernées? Ce sont des entreprises qui ont moins de 5000 salariés, qui ne sont pas en difficulté au 31 décembre 2019 et qui ne sont pas non plus en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Il ne s'agit pas évidemment de faire bénéficier de ce crédit d'impôt des entreprises qui ne seraient pas effectivement concernées par les difficultés spécifiques issues de cette mesure. Pour celles et ceux qui seraient concernés, il vous suffit de cocher la ligne 7LS, de la déclaration numéro 2042 RICI. Vous savez, cette déclaration spécifique, je vous la mets sur l'écran ici. Cette déclaration spécifique que vous avez bien entendu à disposition sur le site internet et qui vous permet de déclarer tous les éléments relatifs aux réductions et crédits d'impôt. Je précise que, je reviens sur les abandons de loyers, je précise que même si effectivement ces loyers ne sont pas imposables, bien entendu, les charges relatives sont-elles continuent à être déductibles, ce qui est effectivement tout à fait normal. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps. S'il y a des questions, je répondrai à ces deux mesures. Alors, le crédit d'impôt est égal à 50% du montant du loyer du mois de novembre. En fonction de la taille de l'entreprise, il est pris en compte à 100% s'il est effectivement, s'il fait l'objet, j'allais dire, d'un renoncement définitif. Si, en revanche, l'entreprise a plus de 250 salariés et moins de 5000, il est pris en compte dans la base de 2/3 du montant du loyer prévu au bail. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, on est soit sur 100%, soit sur 2/3 du montant du loyer. Voilà pour ces remarques relatives en fait, aux mesures spécifiques qui peuvent vous toucher dans le cadre de la crise sanitaire. Je vous remercie, Maître. Quels sont classiquement les imprimés de déclaration à utiliser? Alors, on va effectivement revenir sur nos classiques, c'est-à-dire, donc, on est sur des détentions d'immeubles et qui peuvent être effectivement détenues sous deux formes. Une détention directe par une personne physique, et là, vous le savez, vous avez des déclarations spécifiques, la déclaration 2042, la déclaration 2044, ou en fonction des biens que vous avez, une 2044 spéciale dans certains cas. Et si vous détenez vos biens immobiliers via une société civile immobilière, eh bien, dans ce cas-là, il y a à la fois des déclarations à déposer par la société, ne pas oublier, même si quelquefois on voit encore que ce n'est pas fait,
Donc, la société doit déposer une déclaration numéro 2072. Et sur cette déclaration 2072, eh bien, les éléments relatifs aux associés y figurent et doivent être ensuite repositionnés et redéclarés sur les déclarations des associés, donc les mêmes 2042, 2044 ou 2044 spéciales. Pas de nouveauté en termes de j'allais dire d'imprimer cette année, sauf exception, on y reviendra tout à l'heure, et pas non plus d'originalité sur la présentation des formulaires. Ils sont tous, j'allais dire, quasiment identiques à l'année passée. Donc, il n'y aura pas de grosses difficultés par rapport au remplissage de ces formulaires. Très bien. En matière de revenus fonciers, on distingue deux régimes. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Tout à fait, Madame Casalbou. Alors, classiquement, vous avez effectivement le régime de droit commun qui est le régime micro-foncier, qui doit être porté dans la case 4BE de la déclaration numéro 2042. Alors, je me suis rendu compte, en regardant un petit peu les imprimés cette année, j'espère que je vais le retrouver, qu'en réalité, sur la déclaration, une fois qu'elle est finalisée, les revenus fonciers ne sont plus sur la page 3, comme classiquement. Ils sont maintenant, figurez-vous, en page 4 de la déclaration 2042. Donc, il y a tellement de choses à rajouter qu'on a été positionné sur la page 4. Mais au niveau de la case concernée, on est toujours sur la case 4BE. À côté de ce régime micro-foncier, je vais revenir un peu plus, de façon un peu plus approfondie tout à l'heure, on a effectivement le régime réel, quand soit on ne peut pas bénéficier du régime micro-foncier, ou qu'on préfère effectivement opter pour le régime réel. À ce moment-là, en fonction des situations, vous avez les cases 4BA, 4BB, 4BC et 4BD qui doivent être servies en fonction de la situation qui est la vôtre, c'est-à-dire bénéficiaire ou déficitaire avec des déficits antérieurs, reportables ou directement imputables sur le revenu global. Je vais dérouler le régime micro-foncier. Alors, ce régime micro-foncier, je crois que vous le connaissez bien toutes et tous. Je viens de vous dire que c'était la case 4BE de la déclaration 2042 qui devait être servie. C'est un régime qui s'applique de plein droit dès lors que vos revenus locatifs de 2020 sont inférieurs ou égaux à 15 000 €. Ce montant existe depuis pas mal d'années et n'a pas été bougé depuis effectivement assez longtemps. Alors, l'avantage d'opter pour de prendre en compte le micro-foncier, c'est que eh bien, vous n'avez pas grand-chose à faire. Si ce n'est indiqué donc, sur la déclaration le nom du locataire et son adresse, c'est en dessous de la case 4BE. Donc ça, vous le verrez sur le déroulé de la déclaration quand vous serez sur votre espace. Vous avez un abattement forfaitaire de 30% qui s'applique, donc vous avez juste le montant de vos loyers indiqué. Et vous avez donc cet abattement de 30% qui fait que finalement, si vous avez un revenu de 100, vous êtes imposé sur 70 et on ne va pas plus loin. L'inconvénient, effectivement, que vous avez ici de ce régime micro-foncier, c'est que vous ne pouvez pas, évidemment, dégager un déficit. Donc, il est quand même intéressant chaque année de vérifier si le régime de droit commun est le mieux pour vous en fonction des charges que vous pouvez avoir, effectivement, à déduire. Alors, une petite piqûre de rappel sur les cas où ce régime micro-foncier est applicable ou non. Donc, effectivement, dès lors que vous disposez d'un immeuble qui bénéficie d'un régime spécifique, on va dire, du type monument historique, vous ne pouvez pas conserver ce régime, vous êtes obligé d'aller vers le régime réel. Également sur un immeuble pour lequel vous avez opté pour une déduction au titre de l'amortissement, ça ne fonctionne pas non plus. Et sur un immeuble au titre duquel vous avez demandé le bénéfice de déduction spécifique, on y reviendra tout à l'heure. En revanche, le régime du micro
peut tout à fait être utilisé dans le cas de la détention d'un immeuble via une société immobilière de copropriété ou une société civile immobilière non soumise aux impôts commerciaux. Alors, dans le cas d'une société civile immobilière, il faut aussi disposer d'un bien, au moins d'un bien qui est donné en direct, en location, en plus effectivement des parts de société civile immobilière. Également, ce régime s'applique pour les contribuables bénéficiant des réductions d'impôts du flot Pinel cellier, sauf le cellier intermédiaire. Voilà ce que je peux dire sur le micro foncier. Je pense avoir à peu près fait le tour. Alors, le régime réel. Alors, le régime réel, eh bien, vous avez des recettes supérieures à 15 000 €. Donc là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes automatiquement dans le régime réel, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, vous préférez finalement aller vers le réel parce que vous avez peut-être des charges importantes, des travaux à déduire, etc. Donc, dans ce cadre-là, vous avez toujours la déclaration 2044 ou la spéciale en fonction des biens dont vous disposez. Et bien entendu, la déclaration générale numéro 2042 à servir également, donc des résultats qui seront dégagés de la première déclaration. Vous avez également, dans le cas où vous souscrivez une déclaration spéciale de revenus fonciers, la 2044 spéciale, la case 4BZ à cocher, le cas échéant, on ne vous sanctionnera pas si vous l'oubliez, mais en tout cas, en principe, vous devez effectivement cocher cette case 4BZ dans le cas où vous avez l'obligation de souscrire une 2044 spéciale. Voilà ce que je peux dire pour le régime réel. Ensuite, on va parler de calendrier. Oui, tout à fait. On va parler de calendrier. Alors, un petit rappel, effectivement, je suppose que vous vous êtes déjà renseigné pour connaître la date butoir de dépôt de vos déclarations, puisque maintenant le site est ouvert depuis pas mal de temps. Alors, je sais qu'il y a des irréductibles gaulois qui sont toujours réfractaires à la déclaration Internet et qui déposent des déclarations papier. On a des clients d'ailleurs qui sont absolument incontournables du papier. Il faut savoir quand même, et c'est amusant d'ailleurs parce que j'ai reçu c'est pour une petite anecdote, j'ai reçu une cliente cette semaine qui me dit je fais une déclaration papier. Ah bon? Elle est à l'impôt sur le revenu, à l'IFI, etc. Et je lui dis, mais écoutez, c'est bizarre parce que vous avez une adresse Internet. Enfin, on discute, on échange avec une adresse Internet. Elle a reçu, alors c'est quand même assez amusant, elle a reçu une déclaration pré-remplie papier avec adresse mail, l'adresse de cette cliente, ce qui est quand même assez original, on va dire. Et il faut savoir, alors je ne l'ai jamais vu appliquer, il y a quand même des amendes, le cas échéant, quand on n'est pas concerné, qui peuvent de mémoire aller jusqu'à 150 €, puisqu'en fait ce sont des amendes qui sont applicables en fonction du nombre de documents qu'on aurait dû souscrire en ligne et qu'on ne souscrit pas. Le minimum de mémoire c'est 60 € et le maximum c'est 150, donc quand même attention en fonction de votre situation à ne pas abuser. J'ai en revanche des personnes âgées qui ne veulent pas effectivement la faire en ligne, ce que je comprends complètement, mais attention quand même à ne pas abuser, en tout cas c'est ce que j'ai dit à ma cliente, de la, on va dire, de la légèreté de l'administration fiscale à certains niveaux. Donc en principe, déclaration en ligne obligatoire, sauf impossibilité, c'est-à-dire donc pas d'accès Internet, ou vous êtes effectivement situé dans une zone dite blanche où rien ne passe, donc là, effectivement, c'est autre chose. Donc, si vous êtes des irréductibles du papier, c'est le 20 mai 2021. Pour les départements de l'Ain jusqu'au 19, la Corrèze, et au plus tard le 26 mai 2021,
y compris les non-résidents. Sur les départements du 20 au 54, et là, le 31 est dedans le 1er juin 2021. Donc, vous avez encore du temps pour préparer vos déclarations, ce qui est très bien. Et les départements 55 à 976, donc y compris l'outre-mer, etc., c'est le 8 juin 2021. Donc, eux ont effectivement plus de temps. Donc, pour la Haute-Garonne, on va rester chez nous, c'est le 1er juin. Ne pas oublier, quand on est associé d'une société civile immobilière, qu'il y a une déclaration, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, 2072, qui doit être déposée également en ligne. Et c'est le 19 mai 2021. Donc finalement, j'allais dire, cette conférence tombe à pic, puisqu'on est parfaitement dans les délais pour le tout. Et ensuite, donc, le paiement, je rappelle que le paiement doit être fait de façon dématérialisée, à partir au-delà de 300 €. Voilà ce qu'on peut dire sur les délais qui nous incombent cette année pour les déclarations. Très bien. Quelles sont les différences maintenant entre la déclaration 2044 et la 2044 spéciale? Alors, pour répondre à la question de Madame Casalbou sur les différences entre la 2044 et la 2044 spéciale. Alors, qui doit souscrire cette déclaration numéro 2044, on va dire traditionnelle? Ce sont les propriétaires d'immeubles donnés en location directement ou indirectement via une société civile immobilière par exemple, et ce sont des propriétaires d'immeubles ordinaires. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne bénéficient pas d'un régime particulier et donc du coup, on peut souscrire dans ce cas-là une 2044. Alors, ce que je dirais aussi, c'est que quand on a un doute, ce n'est pas un problème, même si vous vous trompez dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous avez un doute, vous faites une déclaration 2044 spéciale alors que vous n'auriez dû faire qu'une 2044, on ne vous en voudra pas. L'inverse, par contre, c'est différent. Si le montant des revenus fonciers annuels perçus par l'ensemble de votre foyer fiscal excède le seuil d'application du micro de 15 000, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, dès lors que vous n'avez pas décidé de rester sur le régime de droit commun, eh bien, vous devez effectivement souscrire cette déclaration numéro 2044. La déclaration spéciale. Alors, la déclaration spéciale, comme je l'ai dit tout à l'heure, en parallèle des immeubles dits ordinaires, là, on est sur des immeubles spéciaux, du type monument historique, du type immeuble détenu en nue propriété. Et effectivement, sur la déclaration 2044 spéciale, vous avez des rubriques qui concernent ces immeubles particuliers. Également, les propriétaires qui ont opté pour une déduction au titre de l'amortissement des logements neufs et les propriétaires qui bénéficient de déductions spécifiques au titre de régime du type cellier intermédiaire. Je vous ai cité le cellier zone de revitalisation rurale ou l'eurobien ZRR. Donc, quand on est effectivement sur ce type de bien, vous devez déposer la 2044 spéciale, qui est finalement sur le même, j'allais dire, sur le même modèle que la 2044, mais qui est un petit peu plus sophistiquée, on va dire, en termes de présentation. Alors, pour que les choses soient bien visuelles, on vous a fait en fait une copie de la déclaration telle qu'elle se présente quand vous êtes amené, on va dire, à imprimer le document. Alors, présentation générale du cadre relatif au SCI. Dans la mesure où, en principe, une déclaration 2072 a dû être faite par les dirigeants de la société, eh bien, vous n'avez que quelques chiffres à mettre qui correspondent en fait à une partie de cette déclaration 2072 et qui doit être individualisée en fonction du nombre d'associés. Donc, chaque associé, en fonction de la quote-part qu'il détient dans la société, du capital, doit effectivement intégrer sa quote-part des revenus bruts, c'est-à-dire des loyers, sur la ligne ici
c'est la ligne 111, c'est bien ça. Ensuite, les frais et charges, donc la quote-part des frais et charges autres qu'intérêts d'emprunt sur la ligne 112. Si vous avez plusieurs sociétés, ce qui est le cas ici sur l'écran, vous avez immeuble 1, 2, 3, etc., eh bien, vous devez en fait remplir autant de colonnes que de sociétés dans lesquelles vous êtes associé. Donc, 100, 112, votre quote-part d'intérêt d'emprunt de la même manière, et vous totalisez effectivement ici, et ensuite, en fonction des résultats, un bénéfice ou un déficit qui sera effectivement pris en compte ensuite sur la déclaration 2042. Voilà pour le cadre général relatif aux sociétés civiles immobilières. Et il ne faut pas confondre revenus fonciers et revenus de location meublée, Maître Bastide. Qu'en est-il? Tout à fait, Madame Casadou. Alors, on reprend chaque année effectivement un petit peu cette question parce qu'il y a encore quelquefois des erreurs, on le trouve en pratique. Donc, effectivement, on est sur des locations de biens non meublés, des locations de biens non meublés. Alors, le non meublé ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une cuisine équipée, hein, mais voilà. Les revenus tirés des locations meublées ne sont pas qualifiés de revenus fonciers, mais de bénéfices industriels et commerciaux. On n'est pas dans la même cédule fiscale. Donc, à l'instar des revenus fonciers, on a de la même manière deux régimes qui cohabitent hors cas d'exonération. On a le micro-BIC, où là, effectivement, souplesse d'utilisation, on n'a pas besoin de tenir une comptabilité, on indique tout simplement le montant des recettes et en fonction de la nature de la location effective, eh bien, on bénéficie d'un abattement qui s'applique automatiquement, qui est calculé automatiquement par l'administration. Et donc, en fonction, donc c'est 50% pour une location meublée classique et 71% pour les meublés de tourisme ou les chambres d'hôtes, à condition, bien entendu, de pouvoir justifier de cette qualité de meublé de tourisme ou de chambre d'hôtes. Cet abattement, effectivement, est représentatif des charges relatives à, on va dire, le revenu correspondant. Donc là aussi, si vous êtes en micro-BIC, vous avez une souplesse, mais vous ne pouvez pas, bien entendu, déclarer ou dégager un déficit, puisque par hypothèse, votre abattement est forfaitaire. Je vous ai indiqué également l'inscription des recettes brutes directement sur la 2042 CPRO. Donc là, effectivement, vous verrez, vous avez des cases particulières. Je ne sais pas si j'ai fait une copie de ces formulaires. Vous avez donc cette déclaration particulière qui est la 2042 CPRO. Vous avez en fait la ligne sur le micro BIC classique, c'est la ligne donc 5ND et dès lors qu'on est sur des meublés de tourisme classés, c'est la ligne 5NG pour le déclarant numéro 1. Donc vous avez effectivement un paragraphe particulier pour ce type de location dans la 2042 CPRO. Le réel, maintenant. Alors, le réel, qu'est-ce qui se passe? Le réel, eh bien, c'est un régime qui consiste à déclarer la totalité des recettes et des charges, et donc, effectivement, le cas échéant, à pouvoir dégager un déficit, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du micro. Alors, quand on dit ici recettes brutes, on déclare effectivement non seulement le montant des loyers dans ce régime-là, mais également les charges correspondantes, ce qui n'est pas le cas dans le régime du revenu foncier. On distingue également, mais je ne vais peut-être pas m'appesantir puisque ce n'est pas l'objet de cette conférence, on distingue le régime du loueur meublé non professionnel, du loueur meublé professionnel. Chaque statut est sans ses subtilités et effectivement les règles fiscales sont différentes. Retenons que le loueur en meublé professionnel impose d'avoir des recettes supérieures à 23 000 € pour l'ensemble des membres du foyer fiscal et que ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer soumis à l'impôt sur le revenu. Si on ne remplit pas ces critères, on est automatiquement loueur en meublé non professionnel.
Par conséquent, ne pas mélanger les genres. Si on est sur du meublé, c'est du BIC, bénéfice industriel et commercial, ce n'est pas du revenu foncier. Si on est en location nue, on est bien effectivement sur du revenu foncier. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit focus relatif aux locations meublées. Merci, maître. Avant d'entrer dans le détail des recettes et des dépenses, vous souhaitiez nous faire part de quelques astuces. Lesquelles? Alors, quelques petites ficelles et astuces, effectivement. Alors, en 2021, si vous ne percevez plus de revenus fonciers, ce qui peut arriver, n'oubliez pas de cocher la case 4BN. Cette case 4BN, vous l'avez sur la déclaration 2042, toujours dans la rubrique revenus fonciers. Elle s'intitule « Vous ne percevez plus de revenus fonciers en 2021 ». Dans ce cadre-là, vous n'aurez pas d'acompte de revenus fonciers appelé à compter de septembre 2021. Donc, si tel est le cas, ne pas oublier. Vous êtes usufruitier de parts de SCI. Vous savez qu'il y a eu des débats sur cette question, l'administration refusant de prendre en compte au nom de l'usufruitier la quote-part de déficit relative effectivement à sa détention dans des parts de sociétés civiles immobilières. Cette question a été tranchée dans le cadre d'un arrêt du Conseil d'État du 8 novembre 2017, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous êtes usufruitier de parts de société, vous pouvez parfaitement déclarer la quote-part de déficit relative à cet usufruit. C'est tout à fait valable et surtout ne vous en privez pas. Vous souhaitez demander un avantage fiscal dans le cadre de dispositifs particuliers de Normandie, Pinel Métropole Outre-mer, Pinel Bretagne. Ne pas oublier de remplir le formulaire 2044 EB. Donc, il faut effectivement le remplir originalement, mais il faut également le remplir quand vous décidez d'aller au-delà du régime pour lequel vous vous êtes engagé initialement. Autrement dit, vous vous êtes engagé pour 9 ans, vous décidez finalement d'aller jusqu'à 12, eh bien, il faut aussi, lors de l'année de prorogation, de remplir le formulaire 2044 EB. Vous verrez que cette année, il est beaucoup plus étoffé que les années précédentes et effectivement, on doit le remplir même en cas de prorogation. Voilà ce que je voulais vous donner comme petite subtilité ou ficelle sur cette année. Vous allez nous détailler le chapitre des recettes maintenant? Tout à fait. Alors, on continue. Alors, vous avez effectivement, pour que ce soit plus visuel, la présentation générale des recettes après avoir vu celle qui correspond à une détention indirecte via une société civile immobilière. Je vous livre celle relative à la détention directe et donc de la même manière, on raisonne local par local. Donc, les recettes doivent être déclarées, donc je vais y revenir, la totalité des revenus que vous avez perçus, toujours location nue, montant des loyers ou fermage brut encaissés. Ça peut être donc des loyers classiques de propriété bâtie, des installations commerciales, ça peut être des bateaux utilisés en pont fixe, la mise à disposition d'immeubles nus pour le tournage d'un film, on vous a mis pas mal d'exemples, location de garage ou de box, location de toit, location de droit d'affichage, supplément de loyer, pas de porte, droit au bail, etc. Toutes les recettes effectivement tirées de la location de propriété bâtie ou de biens ou droits assimilés. Également les revenus tirés de la location de propriété non bâtie, terrain, étangs, marais, terres rurales, etc. Cours de tennis aussi, pourquoi pas. Emplacement de camping sur terrain nu, location du droit de chasse, etc., etc. Un petit point sur le dépôt de garantie. À noter que le dépôt de garantie est assimilé à un revenu uniquement et seulement si il est définitivement conservé pour financer des travaux au départ du locataire ou par exemple s'il n'y a pas eu paiement du loyer à un instant T. Donc en dehors de ces cas-là, effectivement, il n'y a pas à déclarer le dépôt de garantie.
je reviens sur les autres. Alors, je reviens en arrière un tout petit peu. Donc, nous étions sur les loyers encaissés. Là, je viens sur cette ligne dépenses mises par convention à la charge du locataire. C'est la ligne 212. Donc, cette ligne 212 correspond à des dépenses mises par convention à la charge du locataire, c'est-à-dire qui incombent normalement de droit au propriétaire, comme les grosses réparations, par exemple, la taxe foncière que l'on met assez souvent à la charge du locataire, notamment quand il s'agit de biens à usage commercial, des primes d'assurance également contre les risques dont le propriétaire est responsable. Donc, ces dépenses mises par convention à la charge du locataire doivent être portées sur cette ligne 212. Vous avez ensuite, je reviens sur le schéma, cette ligne, donc ici, recettes brutes, y compris subvention ANA et indemnité d'assurance. Donc là, effectivement, on porte sur cette ligne qui s'appelle recettes brutes diverses, la ligne 213, les subventions de l'ANA, les primes à l'amélioration de l'habitat rural, par exemple, des indemnités d'assurance que vous avez perçues et qui ont été utilisées pour financer des charges déductibles. Également, vous devez mettre sur cette ligne les sommes que vous avez pu percevoir en cas de carence du locataire relatives à l'exécution d'un contrat de garantie de loyer. C'est également la place du droit d'exploitation des carrières, du droit de chasse ou de pêche qui doivent figurer sur cette ligne 213. On a ensuite, je reviens un petit peu en arrière, on a une ligne qui s'intitule ici « Valeur locative réelle des propriétés dont vous réservez la jouissance ». Cette ligne 214, qu'est-ce que c'est que cette ligne 214? Alors, en réalité, sur cette ligne, on doit normalement porter le loyer annuel théorique qu'aurait pu produire le bien s'il était loué. Alors, évidemment, ça ne concerne pas les locaux d'habitation et les propriétés à usage professionnel. Ça peut être, par exemple, un local commercial nu dont le propriétaire se réserve la jouissance et qu'il met gratuitement à disposition d'un tiers sans y être tenu. Dans ce cas-là, effectivement, il faudrait mettre sur cette ligne le loyer annuel théorique qu'aurait pu produire ce bien s'il était effectivement loué à des conditions normales. Est-ce que j'ai tout regardé ? Valeur locative, et donc oui, a priori, donc une fois que vous avez fait le total de ces différentes lignes, eh bien vous arrivez effectivement à votre total de recettes, qui est le premier volet, on va dire, de la déclaration de revenus fonciers. Quelles sont les dépenses prises en compte? Alors, sur les dépenses, donc, je vous ai rappelé sur ce slide les conditions générales de déduction et il est bon de les rappeler parce qu'effectivement, on peut avoir des mauvaises surprises si les factures ne sont pas bien libellées. Alors, d'une part, ces charges doivent se rapporter à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus, bien entendu, sont imposables dans la bonne cédule fiscale, c'est-à-dire dans la catégorie des revenus fonciers. D'autre part, elles doivent avoir été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Elles doivent également avoir été effectivement supportées par le propriétaire, donc il doit y avoir un décaissement effectivement, et payées au cours de l'année d'imposition. On ne peut pas déclarer sur les revenus, sur la déclaration des revenus 2020, une dépense qui aura été effectivement réglée et acquittée en 2021. On a un principe effectivement d'année d'imposition et être justifié. Donc être justifié, ça veut dire évidemment pouvoir présenter des factures, et des factures suffisamment précises
pour que l'administration puisse s'assurer que les dépenses correspondent bien à ce bien qui est situé rue Ozen et non pas à celui-là qui est situé boulevard Lascrosse. Donc, effectivement, les factures doivent être relativement précises. Alors, vous avez, comme pour les recettes, vous avez en fait une présentation visuelle de ce que vous allez devoir remplir quand vous allez rédiger vos déclarations. Alors, on va, si vous voulez, aborder toutes ces rubriques les unes après les autres. On repart un petit peu sur les fondamentaux. Dépenses déductibles, ligne 221, frais d'administration et de gestion. Donc ça, c'est un classique. On porte effectivement sur cette ligne les frais des rémunérations, on va dire, de tiers. Alors ça peut être effectivement des concierges, des gardes, etc. Vous faites appel à un architecte pour vérifier des éléments dans votre bien donné en location. Eh bien, vous allez pouvoir déduire effectivement cette consultation sur cette ligne-là. Les frais de procédure, vous faites appel à un avocat, vous avez des problèmes pour récupérer le montant de vos loyers. Eh bien, tout ceci peut être effectivement posé sur cette ligne. Vous faites appel à un tiers pour vous aider dans votre déclaration de revenus fonciers. Vous pouvez effectivement déduire les honoraires soit de l'expert comptable, soit de l'avocat, soit de tout autre professionnel sur cette ligne 221, frais d'administration et de gestion. On a une petite ligne anecdotique qui est la ligne 222, les autres frais de gestion. Alors ça, vous savez, c'est le forfait royal de l'administration fiscale de 20 € qui correspond en fait à ce qu'on appelle les frais de correspondance. Vous allez me dire aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Dépenses de matériel informatique, par exemple, mobilier de bureau, frais d'acte. On est sur un forfait par local, donc par local, c'est-à-dire faisant l'objet d'un contrat de location de 20 € par an. Les primes d'assurance. Donc, les primes d'assurance, vous l'avez effectivement, c'est la ligne suivante. Donc, les primes d'assurance, on déduit effectivement les primes relatives aux biens donnés en location et souscrites, bien évidemment, en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. On revient sur les conditions principales, quelle que soit la nature du risque couvert. Donc là, effectivement, les primes d'assurance dont vous vous acquittez sont effectivement déductibles sur cette ligne-là. Les dépenses de travaux, je vais y revenir après, plus longuement. Donc ça, je vais le passer rapidement, c'est la ligne 224. Dépenses de travaux, dépenses de réparation et d'entretien. Voir focus, diapositive suivante. Donc effectivement, vous avez la ligne 224 sur laquelle, en fonction de la nature du local loué, vous allez indiquer vos travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration. Ensuite, vous avez donc une ligne qui est spécifique, je reviens sur la présentation traditionnelle, qui s'intitule donc « Charges récupérables non récupérées au départ du locataire ». Donc effectivement, si jamais vous n'avez pas réussi à récupérer l'ensemble des dépenses, eh bien vous pouvez porter effectivement le reliquat sur cette ligne 225. Ensuite, on a une ligne sur les indemnités d'éviction, dans le cas, effectivement, vous avez dû vous acquitter d'une indemnité d'éviction pour vous séparer de votre locataire ou des frais de relogement. Eh bien, c'est sur cette ligne 226 que cette somme devra être portée. Après les indemnités d'éviction et les frais de relogement, on a les taxes foncières et taxes annexes. Donc là aussi, c'est un classique. Certains impôts donc, qui incombent aux propriétaires qui sont perçus au profit des collectivités locales. Donc, taxes foncières et taxes annexes à la taxe foncière, à l'exception des ordures ménagères. Mais ça, je pense que tout le monde est paré sur cette question.
Alors, ensuite, on a effectivement la ligne 228. Donc ça, c'est une ligne qui concerne les déductions spécifiques. Déductions spécifiques donc, qui peuvent effectivement être liées, par exemple, donc cette ligne ici, à un baisson ancien, à un borloo neuf ou un cellier dans le secteur intermédiaire et qui vont entraîner effectivement une déduction spécifique de charges particulières dans ce cadre-là. Ensuite, on a une ligne... on va arriver effectivement à quelque chose qui est un petit peu plus subtil, qui concerne en fait les immeubles en copropriété. Les immeubles en copropriété, c'est la ligne 229, provision pour charges de copropriété. Alors, chaque année, on a des questions là-dessus et on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas toujours bien fait et même assez rarement bien fait. J'ai un client notamment qui a des appartements à Paris et à Boulogne et évidemment, tout est géré par des personnes sur place. Et chaque année, je lui écris en lui disant « Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas dans les décomptes de charges la régularisation des charges de l'exercice précédent ?» Il m'a dit « Je le dis chaque année, j'envoie votre courrier, je n'ai jamais d'informations. » Donc, on a une déduction de provision, on n'a jamais de régularisation. Provision pour charges de copropriété, qu'est-ce que c'est? Ne pas se tromper, on déduit sur cette ligne toutes les charges appelées par le syndic, au cours de l'année. On ne se pose pas la question de savoir ce qu'il y a dedans, on déduit effectivement la totalité des appels de charges qui ont été réalisés par le syndic. Là où ça se corse un tout petit peu, c'est la ligne 230, et ça va se corser encore un peu plus cette année, la régularisation de la provision versée l'année précédente. Régularisation de la provision versée l'année précédente. Dans la mesure où, vous le voyez cette année pour l'année 2020, vous allez déduire toutes les provisions qui ont été appelées par le syndic, qu'elles concernent des charges du propriétaire ou des charges locatives. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a peut-être une régularisation à faire, et même certainement, l'année précédente. Alors, qu'est-ce qui se passe? On regarde, effectivement, une fois que la copropriété, j'allais dire, a voté son budget, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux charges qui ont été déduites au titre de l'année 2019 et qu'est-ce qu'on doit mettre sur cette rubrique? D'une part, les charges locatives. Sur vos décomptes de charges, s'ils sont bien faits, vous devez avoir effectivement une mention charges locatives, un total de colonnes, qui doit faire partie, c'est le premier élément de la régularisation de provision. Donc, les charges locatives. Deuxième élément de cette régularisation de provision versée l'année précédente, c'est le cas échéant, un appel de charges correspondant à des dépenses qui ne sont pas déductibles sur le plan fiscal. Imaginons par exemple des frais, on le voit quelquefois d'ailleurs sur des décomptes de charges, des frais de correspondance, des frais d'assemblée générale, etc., qui sont déjà compris, je vous rappelle, dans le forfait de 20 €. Normalement, sur cette ligne régularisation de provision, vous devez ajouter, au-delà de la partie locative, les charges qui ont été déduites l'année d'avant, mais qui ne sont pas déductibles. Et ensuite, troisième élément de la régularisation versée l'année précédente, c'est le solde des charges de copropriété. Vous avez toujours un solde, c'est-à-dire le montant des provisions qui ont été appelées et le montant réel des charges telles que votées par la copropriété. Autrement dit, si vous avez déduit une provision pour charge qui est supérieure aux charges réelles, ça veut dire que vous avez trop déduit. Donc, le solde positif doit être donc porté sur cette ligne-là. Si en revanche, le solde est négatif, c'est-à-dire qu'en fait, les provisions qui ont été déduites sont inférieures à la réalité de la charge, eh bien à ce moment-là, soit vous mettez cette somme en moins de la régularisation, soit vous la déclarez ici sur la ligne 229, provision de charges de copropriété. Donc, trois éléments
à ne pas oublier dans cette régularisation de charges, d'une part, la partie locative, d'autre part, les travaux éventuellement non déductibles qui ont été appelés et déduits dans le cadre de la provision pour charges l'année précédente. Troisième élément, le solde des charges de la copropriété. Alors, cette année, on a une petite subtilité, je vous rappelle, par rapport à la déclaration de l'année passée. Alors, peut-être vous êtes concernés, peut-être pas. Je vais reprendre, et je vous invite d'ailleurs à regarder ce que vous avez fait l'année d'avant, parce qu'effectivement, peut-être vous êtes concernés, peut-être vous n'êtes pas concernés. Sur la déclaration de l'année précédente, et tout ceci est lié en fait à l'instauration du prélèvement à la source en 2019, de l'année blanche 2018, et on va dire de mesures un petit peu de lissage qui ont été instaurées sur les travaux, vous savez, avec les 50% qui pouvaient être déduits. On faisait effectivement une moyenne sur les travaux effectués en 2018 et 2019. C'est la même chose pour les charges de copropriété, mais avec les subtilités effectivement de régularisation, etc. Autrement dit, l'année dernière, donc cette année, on a une ligne 230 bis. L'année dernière, sur la déclaration de revenus fonciers de l'année 2019, vous aviez une ligne 229 bis qui s'intitulait « Déduction de 50% du montant des travaux déductibles compris dans les provisions payées en 2018 ». Autrement dit, si vous avez déduit, si vous avez porté des éléments sur cette ligne 229 par rapport à la déclaration de revenus fonciers de l'année dernière, qui s'intitule, je répète, « Déduction de 50% du montant des travaux déductibles compris dans les provisions payées en 2018 », vous devez normalement cette année, à l'inverse, donc c'est tout simplement la suite et la fin, on va dire, de ces lissages par rapport aux charges pilotables, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, et au fait que les revenus non exceptionnels ont été gommés en 2018, vous devez normalement réintégrer 50% du montant des travaux déductibles compris dans les provisions payées en 2019. Si vous n'êtes pas, effectivement, si rien n'a été fait l'année dernière, vous n'êtes pas concerné. Si en revanche quelque chose a été effectué sur cette ligne, le parallèle, c'est effectivement de réintégrer cette année 50% des travaux déductibles compris dans les provisions payées en 2019. Bien entendu, ça ne concerne pas les travaux d'urgence. Voilà, c'est une petite spécificité, on va dire, qui est liée, en fait, à ces aménagements et à ces lissages qui ont été faits à la suite de l'instauration du prélèvement à la source. Ligne 250, maintenant, certains intérêts et frais d'emprunt. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière pour que vous ayez bien le visuel. Donc, ici, on est sur les provisions pour charges. On vient de voir effectivement tous ces éléments-là. Là, maintenant, donc, on est sur intérêts d'emprunt sur cette ligne-là. Sur les intérêts d'emprunt, eh bien, l'emprunt doit être contracté pour l'acquisition, construction, réparation ou amélioration des immeubles donnés en location, conservation des immeubles productifs de revenus. Alors, je vais peut-être en profiter, si j'arrive à me retrouver, à vous faire part d'une jurisprudence. Je m'avance un tout petit peu sur l'actualité parce que on est véritablement dans ce cadre-là. On a en fait un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes qui est très récent en plus, et ce n'était pas un poisson d'avril, hein, puisqu'il date du 1er avril 2021, numéro 19 NT 03121, qui a en fait refusé la déduction des intérêts d'emprunt pour l'acquisition d'immeubles destinés à procurer des revenus fonciers, dans la mesure où eh bien, les parties en présence ont été dans l'incapacité de justifier que le bien allait ou avait fait l'objet d'une location.
Je vous livre quand même cette affaire qui est assez intéressante. Donc, en fait, le monsieur et madame B avaient déduit du total de leurs revenus donc un déficit foncier qui résultait de la prise en compte des intérêts versés du chef d'un emprunt qu'ils avaient souscrit pour acquérir en fait une chambre dans un hôtel situé à Évian-les-Bains. L'objectif, bien entendu, de cet achat, c'était de donner ce bien en location. En réalité, il soutenait qu'il y avait des travaux de rénovation de la chambre qui devaient être faits, qui n'avaient pas pu être faits parce que l'entreprise qui était en charge des travaux n'avait pas pu les réaliser dans la mesure où elle avait été mise en liquidation par le tribunal de commerce de Paris. Ce couple persistait en disant il n'y a pas eu de mise en location parce qu'il y a eu effectivement interruption des travaux qui n'est pas de notre fait. Et en plus, en tant que propriétaire, on a beaucoup de mal à agir sur une entreprise défaillante pour une reprise des travaux. Ils considéraient qu'ils avaient accompli les diligences nécessaires en vue de la location, parce qu'ils avaient fait, en fait, ils avaient intenté une action contre leur notaire, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient libéré par anticipation la totalité des fonds, alors que les travaux n'avaient pas été réalisés et c'était apparemment un contrat entre eux. Donc, il y a eu également une action contre un assureur, enfin toute une série on va dire, d'arguments qui permettaient, selon eux, de justifier que ces intérêts d'emprunt pouvaient être déduits. Eh bien, la Cour a rejeté en faisant valoir qu'en aucun cas, la chambre d'hôtel acquise en 2006 n'avait fait l'objet d'une location. Si les travaux avaient été interrompus, eh bien, ils auraient pu effectivement essayer de les faire reprendre dans la mesure où les copropriétaires de l'ensemble des lots de l'hôtel s'étaient rapprochés d'autres structures justement pour rénover les fameuses parties privatives. Et donc, pour la Cour, elle considère qu'il n'y a pas eu accomplissement de diligence suffisante pour offrir le bien à la location. Donc, attention à ça. Effectivement, les intérêts d'emprunt sont déductibles en amont quand on décide effectivement de mettre un bien en location. Alors, je ne sais pas évidemment si ils vont se pourvoir en cassation puisque c'est trop récent, le 1er avril 2021. Mais en tout cas, ils ont été déboutés par la Cour administrative d'appel de Nantes au motif que même si la destination du bâtiment était à usage d'exploitation touristique, eh bien, peu importe, à partir du moment où rien ne permettait de dire que le bien avait été offert à la location. Donc, attention d'aller jusqu'au bout de ce que l'on souhaite faire quand on décide de contracter un emprunt. L'administration est vigilante et, j'allais dire là, malheureusement, les magistrats le sont tout autant. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces intérêts et frais d'emprunt. Alors, un petit mot peut-être sur les déficits. Alors là aussi, le visuel. Alors, attention à ces déficits. Effectivement, il faut faire très, très attention à bien suivre ces rubriques parce qu'on se rend compte qu'il y a très, très, très souvent des erreurs sur les déficits fonciers et notamment quand vous avez des déficits qui sont reportables d'année en année. On se rend compte que l'administration, en fait, cumule, elle fait un cumul, en fait, des déficits antérieurs et vous vous retrouvez finalement avec un seul montant sur une seule ligne et vous ne savez plus du tout à quelle, on va dire, année tout ou partie du déficit correspond. Donc, il faut faire très, très attention à ça quand on remplit sa déclaration de revenus fonciers parce qu'on a eu à traiter au bureau un certain nombre de dossiers où, effectivement, quand vous irez dans le cadre, là, on est sur le 400, vous irez dans le cadre 600 et des poussières, vous verrez que vous avez un cadre 650 déficits antérieurs restant à imputer. Faites très attention de bien regarder, puisqu'ils sont imputables sur 10 ans, faites très attention de regarder que toutes les années concernées soient bien servies du bon montant, sinon on ne sait plus du tout où on en est
Et ensuite, vous pouvez peut-être même perdre des déficits ou en tout cas trop déduire. Donc, il faut être très, très, très vigilant par rapport à ça. Alors, sur ces déficits, ces précautions ayant été rappelées, sur ces déficits. Donc, les déficits fonciers relatifs aux immeubles urbains ou ruraux, peu importe, et qui résultent de dépenses autres que les intérêts d'emprunt sont déductibles du revenu global dans la limite de 10 700 €. Effectivement, les intérêts d'emprunt ne peuvent pas permettre de dégager un déficit imputable sur le revenu global, mais uniquement sur les revenus des 10 années suivantes. C'est ce que je vous ai dit ici. La fraction des déficits qui excède la limite annuelle de 10 700 €, limite qui n'a pas été bougée aussi depuis très longtemps, ou qui résulte des intérêts d'emprunt, est exclusivement imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Voilà. Donc, attention au suivi des déficits antérieurs, bien vérifier quand vous en avez sur plusieurs années, que vos avis d'imposition aient été bien rédigés, qu'il n'y ait pas d'omission qui pourrait vous être effectivement défavorable. Ensuite, vente ou abandon de la location d'un immeuble, donc ne pas oublier effectivement en cas de vente ou de cessation de location, ou même de cession de parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à un déficit imputable sur votre revenu global, de l'indiquer. Alors je me doute bien que si vous êtes concerné, vous n'allez pas le faire parce qu'effectivement vous avez un risque de remise en cause de vos déficits, mais en principe, effectivement, quand un déficit a été imputé sur le revenu global, vous devez maintenir l'allocation pendant une durée de 3 ans. Donc, effectivement, soyez prudents par rapport à ces questions-là. La question des travaux maintenant et de leur déduction éventuelle qui est importante. Tout à fait. Que faut-il retenir, maître? Tout à fait, Mme Casalbou. Alors, effectivement, on vous a fait à nouveau un focus. Vous voyez, on a fait un petit clignotant là parce que c'est important. On a fait un focus à nouveau cette année sur les travaux parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de dossiers qu'on a été amené à traiter, on va dire, sur les derniers mois, portait sur cette question de travaux où vous avez en fait des services entiers sur, on va dire, l'ouest toulousain qui sont vraiment à l'affût de tout redressement relatif à ces travaux. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Je rappelle que sont déductibles les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration effectivement acquittées. Les dépenses d'entretien, on a un petit souci sur sa chaudière, on la change. Dépenses de réparation, eh bien, voilà, quelque chose qui tombe en panne, jusque-là, il n'y a pas de souci. La chaudière qui tombe en panne, voilà. Les dépenses d'amélioration effectivement acquittées, on va y revenir, sont exclus, et ça c'est très important, et c'est là-dessus évidemment que l'administration essaye de sanctionner, les travaux de construction, les travaux de reconstruction et les travaux d'agrandissement. Construction, reconstruction, agrandissement, ce sont effectivement des éléments qu'il faut avoir véritablement en tête. Alors, je reviens un petit peu sur ces questions de façon plus approfondie. Alors, en ce qui concerne les travaux d'entretien et de réparation qui sont déductibles. Donc, travaux de réparation déductibles, ce sont des travaux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, c'est la définition, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Attention aussi, vous ne pouvez pas déduire, si vous faites les travaux vous-même, la rémunération du temps que vous aurez consacré à la réparation ou à l'entretien de votre immeuble. Seuls les matériaux ou les matériels seront effectivement déductibles en pareil cas. Entretien-réparation, a priori, ça ne pose pas de problème. Les travaux d'amélioration sont en principe déductibles en totalité pour les locaux d'habitation.
Là, c'est différent. Ils ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau. J'ai un chauffage au fioul, je change effectivement complètement mon système de chauffage, ou mieux adapté aux conditions modernes de vie sans modifier la structure de cet immeuble. Je refais en totalité ma salle de bain. Pour les locaux professionnels et commerciaux, la déduction des travaux d'amélioration se limite aux dépenses liées au traitement contre l'amiante et celles destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées. Attention aussi à cette subtilité. Autant pour l'habitation, on est effectivement assez généreux dès lors qu'on est dans le cadre strict de travaux d'amélioration. Pour les locaux professionnels et commerciaux, on est limité dans cette déduction de travaux d'amélioration puisqu'elle se limite aux dépenses liées au traitement contre l'amiante et celles destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées. Qu'est-ce que c'est que des travaux de construction? Je reviens sur le slide précédent qui est en couleur. Ils sont exclus, construction, reconstruction et agrandissement. Eh bien, ces travaux correspondent, et ça c'est très très important parce que c'est ce qui résulte de tous les arrêts, de toutes les décisions, de tous les jugements des magistrats juges de l'impôt. Ils correspondent à la création de nouveaux locaux d'habitation, l'augmentation de surface habitable, et ça c'est quelque chose qui est absolument prégnant et qui est véritablement regardé, preuve à l'appui par l'administration fiscale, qui n'hésite pas, parce que effectivement, on vous l'a dit, on a de plus en plus de cas, qui n'hésite pas à se rendre, à se porter sur les lieux pour vérifier ce qu'il en est. Augmentation de surface habitable. Premier élément. Deuxième élément, modification importante du gros œuvre. On bouge effectivement, on modifie la toiture, il y a des travaux sur les murs de refend, on travaille véritablement sur le gros œuvre, modification importante, ça aussi c'est un élément que les magistrats regardent. Troisième élément, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à des travaux de reconstruction. Et ça, j'allais dire, ce point-là est très 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 important parce que c'est souvent sur celui-là qu'on a des litiges avec l'administration fiscale et on en a eu beaucoup ces derniers temps. Et effectivement, je vous ai fait un petit slide sur ce sujet. Attention au risque de contrôle. On a des brigades très spécialisées sur Toulouse qui regardent de façon très 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 précise ce qui peut se passer dès lors qu'apparaissent sur des déclarations de revenus fonciers des montants évidemment significatifs. Hein. La preuve en est, c'est que si on est effectivement sur des travaux d'importance en termes d'amélioration, eh bien, on va tout de suite aboutir à des sommes rondelettes qui vont évidemment faire mouche pour l'administration fiscale. Je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. C'était donc celui-ci, des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. La notion de travaux d'aménagement interne, qui équivalent à des travaux de reconstruction, c'est extrêmement subtil et véritablement, c'est du cas par cas et donc c'est très compliqué effectivement à justifier. Donc, le problème, c'est que l'administration s'en est emparée. On a une jurisprudence qui est fluctuante, et c'est toute la problématique. On a des décisions de cours administratifs d'appel qui, quelquefois, sont favorables aux contribuables, quelquefois absolument pas. Et donc, on ne sait plus, effectivement, à quel sein se vouer. Alors, on vous a cité quelques exemples qu'on a eu à traiter. Une rénovation complète d'un appartement en démolissant un escalier et en modifiant certaines ouvertures. La transformation d'une partie d'un garage en appartement, ça arrive assez souvent. La remise en état d'une maison par voie de création de 3 appartements, on a eu à le traiter aussi, etc. Donc, effectivement, ce sont des questions qui sont de plus en plus dans le collimateur de vos déductions. Donc, attention à vraiment être très, très, très prudent
par rapport à cela. Alors, actuellement, et on voulait quand même vous le dire, c'est vrai que la jurisprudence est assez peu favorable aux contribuables, sauf exception. Mais l'intérêt que l'on a à regarder un petit peu ce qui se passe devant le juge de l'impôt, c'est que ça permet effectivement de connaître quelle est la marge de manœuvre qui vous est offerte en cas de rénovation d'un patrimoine immobilier qui, de toute façon, va aboutir à un moment donné ou à un autre. Le juge de l'impôt est venu limiter la notion de travaux d'aménagement interne en exigeant, pour admettre une requalification, que ces travaux, quelle que soit leur importance, affectent le gros œuvre, donc ça c'est vraiment quelque chose qui revient systématiquement, ou qu'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Donc, dès lors que vous êtes sur le gros œuvre qui a été bougé, ou touché, ou qu'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable, attention danger, et notamment la création d'ouvertures. Ça aussi, c'est un élément que retiennent assez souvent les magistrats. La création d'ouvertures en façade, vous faites des Velux sur le toit, vous créez des chiens assis, ça tout de suite, ça attire l'attention. Si vous procédez à une rénovation très importante d'un immeuble, assurez-vous que le gros œuvre et la surface habitable ne seront pas impactés. C'est un conseil que je vous donne parce qu'effectivement, on a de plus en plus de contentieux sur le sujet et l'administration s'accroche parce qu'évidemment, elle ne veut pas en démordre. Alors, je vais vous citer, dans le cadre de notre actualité fiscale du moment, je vais vous citer quelques décisions qui sont intéressantes parce que ça vous permet d'avoir un petit peu une idée de ce que traitent les magistrats. Alors, j'ai cette décision qui est fort intéressante parce que c'est notre juge d'appel de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 20 mai 2020. Donc, vous voyez, rendu pendant la période de confinement et qui nous dit la chose suivante. Alors, c'est intéressant parce que je vais dire, ce n'est pas notre cabinet, donc voilà, je ne citerai pas le nom du confrère, qui a perdu effectivement en cour administrative d'appel de Bordeaux. Ça concerne en fait un immeuble qui est situé, je ne le citerai pas exactement, mais rue aux Aisnes à Toulouse. Et dans ce cadre-là, il y avait eu en fait une remise en cause de l'administration fiscale, considérant que les travaux qui avaient été donc réalisés dans cet immeuble situé rue aux Aisnes dépassaient les simples travaux d'amélioration. Alors, qu'est-ce qui s'était passé véritablement? Il y avait donc un marché de travaux de l'ordre de 215 000 €, je passe les détails, et ça consistait en la restauration totale des plafonds et planchers, l'édicule d'une mezzanine, rénovation des installations électriques et canalisation, peinture, aménagement d'une cuisine, remplacement des sanitaires, mais également, selon la notice du marché conclu, le rebouchage d'ouverture, démolition des éléments du gros œuvre, déposer la couverture. Vous voyez, quand je vous parlais effectivement de la notion de gros œuvre, très très important, installer des chevêtres permettant l'installation de fenêtres de toit, exactement ce que je vous ai cité, aménager un escalier pour desservir une mezzanine et apposer de nouvelles cloisons intérieures. Qu'est-ce que nous dit la Cour administrative d'appel de Bordeaux? L'administration est fondée à soutenir que les contribuables qui supportent la charge de la preuve, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous considérez que ce sont des travaux d'amélioration, il vous incombe de justifier qu'ils sont de cette qualité. En l'occurrence, les contribuables n'établissent pas, ils sont quand même allés assez loin, n'établissent pas par la seule production d'une attestation de leur maître d'œuvre. On avait une attestation du maître d'œuvre. Que ces travaux n'ont pas affecté le gros œuvre et n'ont pas provoqué une augmentation de volume ou de la surface habitable de leurs biens et peuvent ainsi être qualifiés de simples travaux d'aménagement. Donc, au vu d'une attestation du maître d'œuvre, eh bien, ça n'a pas suffi ni à l'administration ni aux magistrats. En plus, on avait, au-delà de ça, on avait une attestation du maître d'œuvre, on avait à disposition le détail du marché de travaux, par conséquent, il y avait des éléments quand même tangibles, les factures, les certificats de paiement. Il y avait même un protocole transactionnel conclu devant notaire entre les propriétaires des fameux lots sous-traitants et les sous-traitants, pardon. Et
tout ceci n'a pas suffi, puisque les magistrats nous disent ça ne justifie pas tous ces éléments, que ces dépenses sont véritablement des dépenses d'amélioration qui rentrent dans le cadre des charges déductibles. Donc, on est allé quand même relativement loin dans cette décision. Elle concerne Toulouse. Je ne sais pas s'il y aura un pourvoi en cassation, mais je tenais quand même à vous la livrer. J'en ai une autre qui est en revanche plus intéressante et en plus elle est du Conseil d'État. Et c'est intéressant parce que cette décision remet un petit peu au bout du jour quelque chose qu'on essayait, nous, conseil, de défendre, c'est-à-dire que quand vous avez des travaux importants, notamment d'aménagement interne, dans un immeuble qui peut être de plusieurs étages, on essaye souvent de dire, et peut-être effectivement, ce qui a été fait par exemple dans les combles, si on réaménage les combles, on peut nous dire, oui, vous avez une augmentation de surface habitable, etc. Mais si on ne fait que du réaménagement ou de la rénovation de certains niveaux, on peut dire, mais ces travaux finalement sont dissociables et ne sont pas liés les uns aux autres. Et il y a eu une tendance jurisprudentielle dans les années 2000 à 2010 qui était effectivement de considérer que dans certaines situations, on pouvait justifier de la dissociation des travaux. Et puis, les dernières années, les magistrats étaient beaucoup plus retors sur ces questions-là. Là, on a un arrêt récent du Conseil d'État du 11 février 2021, numéro 431-595, qui est intéressant parce que justement, il remet au goût du jour cette question. En l'occurrence, il s'agissait de la création dans une ancienne maison de maître. Donc, vous voyez, c'est quand même des travaux d'importance. Je précise que ça avait été jugé dans un premier temps par la Cour administrative d'appel de Pau, ensuite du tribunal administratif de Pau. Donc, une vieille demeure qui avait été donc transformée en 11 appartements, donc une maison principale en fait transformée en 12 appartements. Il y avait une dépendance dans laquelle en fait un 12e appartement avait été réalisé. La Cour administrative d'appel de Pau avait rejeté en fait la déduction des travaux, considérant que en fait, en plus initialement, la demeure n'était que partiellement affectée à l'habitation. Et que donc du coup, ça avait nécessité des travaux véritablement très importants de réaménagement interne. Eh bien, le Conseil d'État nous dit la chose suivante. Après avoir relevé que la création des 11 appartements dans la demeure principale, qui n'étaient que partiellement affectés à l'habitation, avait nécessité d'importants travaux de réaménagement interne, l'installation de cuisines, de sanitaires dans chacun d'entre eux et la réfection des réseaux d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, la Cour a jugé que ces travaux réalisés présentaient, en raison de leur ampleur, le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement. Ça, c'était la position de la Cour administrative d'appel. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier, que les travaux en litige n'ont pas affecté de manière importante le gros œuvre, on y revient, et ne sont pas d'une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction, la Cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Donc là, en l'occurrence, le Conseil d'État est revenu à ses fondamentaux et a jugé qu'à partir du moment où le gros œuvre n'est pas touché, où les travaux ne sont pas d'une importance telle qu'il y ait véritablement travaux de reconstruction, en tout cas ça n'était pas prouvé, le dossier a été mal jugé. Ensuite, il a considéré que la transformation en 2 appartements de salles de réunion et de bureaux qui avait été donc créée en 1987 dans l'ancien grenier de la maison principale, ainsi que la création de ce fameux 12e appartement dans la dépendance, ont conduit à une augmentation de la surface habitable de l'ensemble immobilier. C'est ce que relevait la Cour administrative d'appel. Et vous savez, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure sur cette augmentation de surface habitable. Eh bien, le Conseil d'État nous dit, en estimant que la création des 2 appartements n'était pas dissociable de la création dans la maison principale des 9 autres appartements, alors que techniquement et fonctionnellement ces travaux étaient indépendants, la Cour a dénaturé les pièces du dossier. Donc, dans cet arrêt du Conseil d'État, ce qui est quand même très intéressant, et d'ailleurs il a renvoyé à mieux juger
effectivement la Cour administrative d'appel. Il a renvoyé, donc, mais pas sur la même, il a renvoyé sur Bordeaux cette fois-ci, donc ce sera intéressant de savoir ce que va dire Bordeaux sur ce sujet-là. Il a considéré qu'on devait regarder le caractère dissociable des travaux. Donc, je tenais à vous citer cette jurisprudence parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu effectivement cette possibilité qui était offerte de, dans certains cas et en fonction de la nature des travaux, de pouvoir, le cas échéant, se prévaloir de la dissociation, de la dissociabilité des travaux et donc effectivement en tirer le cas échéant avantage dans votre histoire personnelle. Quelques éléments un petit peu anecdotiques, mais je voulais livre quand même une réponse ministérielle du 16 février 2021. C'était en fait une question de Madame Nathalie Serre, membre des LR du Rhône, qui demandait en fait ce qu'il était prévu sur la taxe d'habitation 2020 pour les propriétaires de résidences secondaires. Je souris qui, bien évidemment, pendant la période de confinement, n'avaient pas pu se rendre et donc sur place. Et donc, dans la mesure où tout déplacement supérieur à 100 km était interdit. Alors, il lui a été répondu ce qui suit. Conformément à l'engagement du président de la République qui a prévu la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour l'ensemble des Français d'ici 2023 et dès 2020 pour 80% des contribuables, ce qui constitue un effort considérable d'allègement fiscal pour l'ensemble des contribuables. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de mettre en place un dégrèvement exceptionnel de la taxe d'habitation pour les propriétaires de résidences secondaires n'ayant pu accéder à leur demeure pendant la période de confinement. Je dirais que le quoi qu'il en coûte n'opère pas systématiquement. Une petite subtilité également, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 31 mars 2021, numéro 20 PA 01 456. C'était en fait un associé de société civile immobilière qui était en quête d'optimisation fiscale et qui avait fait, en fait, dans le cadre de cette société civile immobilière, il avait été construit des bâtiments sur un site industriel dont la société civile immobilière était propriétaire. Et une fois que les travaux ont été achevés, l'associé a vendu une partie de ses parts sociales et, comme il était un petit peu malin, pour diminuer l'impôt dû, il a tenu compte du montant des travaux effectués par la société civile pour réduire d'autant le gain imposable. Et l'administration, bien sûr, a contesté en disant que ça ne pouvait fonctionner puisqu'il n'avait pas vendu l'associé un immeuble mais des parts sociales. Et évidemment, ça a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris le 31 mars 2021, laquelle a dit que les dépenses de construction effectivement engagées par la SCI ne peuvent pas être prises en compte par l'associé pour le calcul du montant du gain réalisé à l'occasion de la vente des parts de cette société. Donc, n'est pas malin qui veut. Alors, je finirai cette intervention par une petite anecdote. C'est, j'allais dire, l'histoire d'un bailleur qui montre que les absents n'ont pas toujours tort. C'est un arrêt de la Cour de cassation, cette fois-ci, 3e chambre civile du 24 septembre 2020, que j'ai trouvé assez amusant, donc je vous le livre, numéro 19 16 838. En fait, c'était le locataire d'un appartement qui avait décidé de résilier son bail et qui avait envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à son bailleur. Et quelques jours plus tard, le courrier était revenu avec la mention non réclamée. Donc, le bailleur soutenait qu'il n'avait jamais reçu le courrier, puisqu'effectivement, voilà, et que pour lui, la résiliation, enfin le congé en l'occurrence, n'était pas valable. Et puisque le délai de préavis n'avait pas commencé à courir. Et que donc, par hypothèse, les loyers échus après la date d'envoi du courrier étaient dus. Et alors, le locataire s'est indigné en disant « mais absolument pas, moi, ce n'est pas mon problème si effectivement vous avez décidé de ne pas aller chercher le recommandé, ce n'est pas moi qui suis responsable de la situation ». Le juge a tranché en faveur du bailleur en disant le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception du courrier par le bailleur. Et donc, le congé délivré par le locataire n'a jamais été remis au bailleur, ce qui a empêché son délai de préavis de courir. Il doit donc régler les loyers réclamés. C'est pour ça que je dis les absents n'ont pas toujours tort. Et c'est ainsi que je vais terminer
cette conférence, sauf à ce qu'il y ait des questions, bien entendu. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite, en espérant que, voilà, avec les vaccins qui vont se multiplier, plus personne ne souffre effectivement de cette épidémie de Covid. Je vous souhaite de prendre soin de vous et bon vent pour la suite. Voilà, merci beaucoup de votre attention à toutes et à tous. Merci maître, merci pour cette présentation et toutes ces informations qui, nul doute, seront utiles à nos adhérents. J'ai 3 petites questions. Vous me dites si… si je peux répondre, alors, ce sera bien volontiers. Une sur les recettes, une sur les dépenses et une sur la question d'un bien détenu en indivision. Alors, sur les recettes, doit-on déclarer ligne 214 le loyer théorique d'une résidence secondaire que l'on se réserve? Non, réponse non. Ça ne concerne pas les locaux d'habitation. Alors, sur les travaux de copropriété, par exemple un ravalement de façade, des travaux d'étanchéité en toiture, à payer en plus des charges de copropriété, sont-ils à déduire? Si oui, sur quelle ligne? Alors, il faudrait que j'ai un petit peu plus de, comment dirais-je, est-ce que ces travaux font partie des appels du syndic qui ont été faits au cours de l'année 2020? Alors, on n'aura pas cette précision. Vous pouvez répéter la question, Madame Casalbou, oui. Si ça ne vous dérange pas. Les travaux de copropriété, oui. exemple ravalement ou travaux sur toiture, à payer en plus des charges de copropriété, sont-ils à déduire? Si oui, sur quelle ligne? Moi, je les mettrai tout simplement. Donc, je vais considérer, par rapport à cette question, s'il y a des compléments ou tout ça, vous savez me joindre. Je vais considérer effectivement que ce sont des travaux, des appels de travaux qui ont été faits en sus des provisions pour charges classiques en 2020. Et donc, ils doivent être portés, juste une toute petite seconde, je reprends mon formulaire. Ils doivent être portés sur la ligne 230. Merci. Et cette dernière question, comment déclarer les revenus et les charges dans le cadre d'un immeuble détenu en indivision sans SCI? Comment indiquer le partage entre les copropriétaires indivis selon leur quote-part? Alors, normalement, s'il y a une indivision, on doit en principe connaître le nombre de co-indivisaires et leur quote-part dans l'indivision. Sinon, on n'est pas dans une indivision. Que ce soit une indivision, j'allais dire, successorale ou contractuelle ou conventionnelle, on doit savoir si on est 3, si on est 4, si on est 2 dans cette indivision. Donc, en fonction, j'allais dire, si on est dans une indivision conventionnelle de ce qui aura été prévu au contrat, imaginons qu'on est 3 co-indivisaires, eh bien, on déclare 1/3 des recettes et 1/3 des charges à due concurrence. Si on est 2 co-indivisaires, on déclare 50%. Si on est 4, 25, etc. Aussi bien pour les recettes que pour les charges. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup, maître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons terminé avec les questions. Je vais simplement préciser à nos auditeurs que vous tenez une permanence à l'UNPI 3109 les 4e mercredis du mois de 14h à 17h. Et par ailleurs, je les informe aussi que le service Plus aide à la déclaration de revenus est opérationnel. Il suffit de joindre l'accueil pour prendre rendez-vous. Tout à fait. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez effectivement des questions dans le cadre de ces permanences, vous avez des consultants extrêmement compétents à l'UNPI qui pourront effectivement vous apporter des compléments d'information. Et je profite de cette fin de conférence pour enlever mon masque et vous souhaiter le meilleur pour la suite. Merci, madame. Merci et bonne soirée.